Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Merci d'être ce matin sur BFM TV et RMC. L'offensive contre Kiev a commencé visiblement. Dans 58 jours, si vous êtes élu, vous serez chef de l'État, chef des armées et en charge de protéger la France et les Français dans une situation d'Europe rattrapée par la guerre. Si vous étiez président de la République aujourd'hui, qu'est-ce que vous feriez ? Alors d'abord, il y a deux aspects, je crois, auxquels le président de la République doit évidemment s'attacher. Le premier aspect, c'est d'abord d'exprimer fermement, évidemment, ce qui a été fait d'ailleurs par tous, il faut être honnête, la condamnation totale, sans ambiguïté, de la violation de l'intégrité et de la souveraineté de l'Ukraine. Deuxièmement, c'est essayer de trouver les voies d'une résolution diplomatique de cette crise. Qui ne peut évidemment être engagé qu'à compter de la cessation des opérations militaires. Et puis il y a un autre aspect, qui est l'aspect de la protection des Français, non pas sur le plan militaire, mais sur le plan économique. Car il est évident que selon la nature des sanctions qui vont être prises et leur application, il peut y avoir des conséquences terrifiante sur le pouvoir d'achat des Français, notamment dans le domaine de l'énergie, dans le domaine des matières premières. Et moi, je pense qu'il ne faut pas traiter cela par-dessus la jambe, parce que les Français sont déjà extrêmement fragilisés aujourd'hui en raison de l'effondrement de leur pouvoir d'achat et de la hausse du prix de l'énergie. Si on ne tient pas compte de cette situation, eh bien, on va se retrouver avec des prix qui vont doubler, voire pire. Est-ce que ça veut dire que vous avez des doutes ou que vous n'êtes pas en accord avec des sanctions, par exemple les nouvelles sanctions, le nouveau train de sanctions qui a été pris par l'Union européenne? Objectivement, nous ne sommes pas informés. Nous ne sommes pas informés de manière précise. Je vous donne un exemple. Il avait été question au départ, mais je crois que pour finir, ils sont revenus sur cette proposition d'interdire l'utilisation du système bancaire par la Russie. Bon, le problème, c'est que le système SWIFT. Oui, le système SWIFT. Sauf que c'est par ce système que l'on paye le gaz russe. Donc, à partir du moment où on interdisait ce système, ça voulait dire qu'on faisait une croix sur le gaz russe. Or, le gaz russe, c'est 40% du gaz européen. Ça voulait dire quoi ? Ça veut dire qu'on n'a pas la capacité, à court terme, de remplacer le gaz russe. Donc, attention aux sanctions, c'est ce que vous dites ce matin sur BFM TV. Je dis attention à la nature des sanctions, que la nature des sanctions n'entraîne pas, si vous voulez, qu'en fait, ce soit les Français qui soient les sanctionnés des conséquences en fait de ces prises de décision. Mais la diplomatie, puisque vous disiez qu'il faut aussi avoir un rapport de force diplomatique. La diplomatie, ce rapport de force, puisqu'on n'envoie pas de troupes sur place, et les Européens ont été clairs, on n'enverra pas de troupes en Ukraine, le rapport de force, on le crée avec des sanctions économiques, avec des sanctions financières. On n'a pas beaucoup d'autres armes que ça. Vous avez raison, on n'a pas beaucoup d'autres armes que cela, mais encore une fois, on peut décider aussi de la nature de ces sanctions et faire en sorte... Et si elles ne sont pas assez fortes, elles ne seront pas efficaces. Oui, mais d'accord, mais si elles sont en réalité prises et que c'est nous qui en sommes les victimes, ça n'a aucun sens. Rappelez-vous, il y a quand même les premières sanctions qui avaient été prises. Vous voulez dire en 2014-2015 ? Exactement. Ouais. En réalité, elles ont eu quoi comme conséquence ? Les agriculteurs en France avaient souffert. Voilà. Les agriculteurs ont considérablement souffert. Nous avons arrêté d'exporter toute une série de produits agricoles en Russie. Et de fait, la Russie a en fait profité de ces sanctions pour pouvoir développer ses propres filières agricoles. Et aujourd'hui, elle est quasiment autonome. Donc, voilà, c'est là où il faut bien mesurer, si vous voulez, les choix que l'on fait. Et moi, c'est vrai que l'énergie, ça me crée une vive inquiétude, de la même manière que les matières premières me créent une vive inquiétude. Parce que si le prix du blé double ou triple, eh bien, c'est le pain, ce sont les pâtes, ce sont tous les produits transformés à base de blé qui vont flamber. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous permettre cela en France. Autre annonce cette nuit du président de la République, Marine Le Pen, la décision d'accélérer le déploiement de soldats français en Roumanie, donc la Roumanie, pays de l'Union européenne, de l'OTAN, voisin de l'Ukraine. Est-ce que vous approuvez cette accélération de déploiement de troupes françaises ? Oui, je suppose que c'est la Roumanie qui a demandé, qui exprime des inquiétudes et qui a demandé le renforcement. Ça ne pose pas de difficulté. Moi, ce que je ne souhaite pas, c'est qu'on entre dans un conflit militaire. C'est-à-dire que nous envoyons, je ne souhaite pas que nous envoyions des troupes françaises pour combattre en Ukraine. Mais si on positionne des troupes françaises, par exemple en Roumanie, à la frontière de l'Ukraine, vous
prolongerez cette politique si vous êtes élu. Encore une fois, il s'agit là, en fait, de protection réclamée par un certain nombre de pays. Et donc, dans le cadre de l'OTAN. Exactement, dans le cadre de l'OTAN. Et donc, c'est d'une nature qui me paraît totalement différente. Marine Le Pen, vous disiez qu'il faut trouver le moyen du dialogue et dialoguer avec la Russie. Est-ce que c'est pas ce qu'a essayé de faire le président Macron, y compris hier soir? Il a appelé le président Poutine, il l'a eu au téléphone encore dans la nuit de dimanche au lundi, en essayant de trouver une sorte de le retenir d'une certaine manière. Il est allé le voir au Kremlin et vous avez dit, je crois que c'était mardi sur RTL, que ces tentatives du président de la République, notamment en allant à Moscou il y a quelques semaines, c'était de la communication aussi avec une visée électorale. À chaque fois, on y va et on dialogue, mais quand on y va et en dialogue, c'est de la com, c'est un peu difficile à comprendre. Oui, mais je vais vous expliquer ce que je pense. C'est toujours difficile parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, clairement, la Russie a dépassé la ligne rouge et le président de la République française est dans son rôle. Et donc, je ne vais pas venir aujourd'hui critiquer ce qu'il fait, la manière dont il le fait, etc. Au nom de l'unité nationale aussi. Oui, bien sûr, évidemment. Mais il faut regarder les 5 dernières années, ou même les 7 dernières années. Car quelle est un petit peu l'histoire récente de la France par rapport à ces problématiques du conflit entre la Russie et l'Ukraine? Il y a eu... François Hollande a pris une initiative il y a 7 ans, c'était le sommet de Minsk 2. Bon, il a réussi à mettre tout le monde autour de la table. Avec Angela Merkel, donc négociation Ukraine, Russie, France, Allemagne. Et ils ont réussi à trouver les moyens de la paix. Absolument. Qui étaient donc 13 points, dont l'autonomie qui était accordée à Lugansk et à Donetsk. Et en fait, après, rien ne s'est fait. C'est-à-dire que ce que je regrette, moi, c'est qu'Emmanuel Macron, je ne sais pas d'ailleurs pourquoi ça n'a pas été suivi, ce sommet des Minsk 2. Peut-être parce que c'était François Hollande qui en était à l'origine. Ils en parlaient encore avec Vladimir Poutine dans la nuit de dimanche à lundi, c'était l'objet des discussions. Oui, mais pendant 5 ans, si vous voulez, ce sommet de Minsk 2, en réalité, eh bien, nous n'avons rien exigé de la Russie en termes de respect, rien exigé de l'Ukraine. Vous voulez dire qu'on aurait dû être plus dur avec la Russie sur les accords de Minsk? Je pense qu'on aurait pu être plus dur avec les deux parties, puisque l'idée était précisément d'arriver à une solution pacifiée. Or, on n'a rien demandé à l'un, rien demandé à l'autre. Donc, en fait, on a laissé pourrir la situation. Parce que les combats, il y en a, en fait, depuis des années. Notamment dans le Donbass, Mais bien sûr, il y a eu, je crois, près de 14 000 morts dans les 10 dernières années, ce qui est quand même considérable. Voilà. À l'instant, Marine Le Pen, Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, dit que la France est inquiète pour la Géorgie et la Moldavie, inquiète d'une possible tentative des forces russes aussi d'avancer dans ces deux territoires. La Géorgie qui avait déjà été attaquée en 2008, la Moldavie qui se trouve donc entre l'Ukraine et la Roumanie. Est-ce que vous êtes inquiète aussi que la Russie puisse tenter d'avancer vers d'autres pays? Je pense aux pays baltes aussi, qui sont membres de l'Union européenne et de l'OTAN. Je ne sais pas quel est le but, et je crois que personne aujourd'hui, c'est bien le problème d'ailleurs, ne sait quel est le but de Vladimir Poutine. Donc moi, clairement, je considérais que tout était possible, mais qu'il était peu plausible que Vladimir Poutine envahisse l'Ukraine. Il l'a fait. Vous reconnaissez que, comme d'autres qui étaient sceptiques, vous avez mal jugé la situation? Mais tout le monde était sceptique, même les Ukrainiens. Même les Ukrainiens ne croyaient pas en réalité à cette option-là. Ceux qui sont les meilleurs connaisseurs de la Russie, d'ailleurs, n'avaient pas en réalité envisagé cela. Bon, donc aujourd'hui, évidemment, on est dans l'expectative et personne ne sait quelle est la volonté de la Russie. Personne ne le sait. On va reparler de Vladimir Poutine. Juste une question précise. Vous avez vu peut-être sur BFM TV ces images d'Ukrainiens qui roulent vers l'ouest, qui fuient vers l'ouest, qui là vont vers l'ouest de l'Ukraine, mais peut-être dans quelques semaines essaieront de passer en Hongrie, en Roumanie, en Slovaquie, en Pologne. On ne sait pas combien ils seront, peut-être des centaines de milliers. Est-ce qu'il faut aider ces pays européens, notamment la Pologne, à accueillir ces réfugiés ukrainiens? Est-ce qu'il faut, comme l'a dit le président de la République cette nuit à Bruxelles, peut-être que la France prenne sa part, en accueille certains sur le territoire français? Bien sûr, il faut respecter la Convention de Genève. Voilà, c'est aussi. On accueille des réfugiés, notamment. Mais bien sûr. On est là en plein au cœur de la Convention de Genève. Tout ça doit se faire évidemment sous l'égide du Haut Commissariat aux réfugiés, et il faut faire tout ce qui est nécessaire pour pouvoir respecter cette Convention de Genève. Alors, on va parler de Vladimir Poutine, puisqu'on se disait, on ne sait pas exactement ce qu'il veut. Question assez simple. Est-ce que Vladimir Poutine, selon vous, est un dictateur aujourd'hui? C'est un mot qu'utilisait hier soir Jean-Yves Le Drian sur TF1. Je sais bien.
c'est un régime autoritaire, le régime russe, historiquement, si vous voulez, par culture, voilà. Donc nous, c'est vrai qu'on juge avec nos normes, qui sont des normes occidentales, qui ne sont pas les normes russes. Mais ce qu'il a, encore une fois, commis là, est une violation manifeste du droit international. Et c'est absolument indéfendable. Vous voyez, on peut très bien essayer d'expliquer qu'est-ce qui a pu susciter cette montée en puissance, mais on ne peut en aucune manière excuser ce comportement. Donc, autre question assez simple, et je vais vous expliquer pourquoi je vous la pose. Est-ce que selon vous, Vladimir Poutine est un tueur? Je vous pose cette question parce que la question a été posée à Joe Biden, au président Biden l'année dernière. Il avait répondu simplement oui. Oui, selon lui, Vladimir Poutine est un tueur. Ça ne l'a pas empêché d'aller faire un sommet avec lui à Genève quelques temps plus tard. Est-ce que selon vous, Vladimir Poutine est un tueur? Tous ces adjectifs ne régleront pas la situation. Voilà, permettez-moi de vous dire que la Russie est une grande puissance. C'est une grande puissance nucléaire et elle est sur notre continent. C'est donc à nous de trouver les solutions pour vivre avec. Voilà, c'est ça la vraie question que nous nous posons. Donc on peut toujours se faire plaisir à lancer des anathèmes, mais notre sujet, c'est la Russie est une grande puissance nucléaire. Elle est sur notre continent. C'est pas le continent des Américains, c'est pas le continent des Asiatiques. Est-ce que on doit réfléchir à est-ce qu'on doit continuer en quelque sorte à pousser la Russie entre les bras de la Chine? Et moi, c'est ça mon inquiétude majeure, vous voyez, c'est qu'en réalité, au fur et à mesure, on voit la Russie se tourner vers la Chine profiter d'ailleurs de cette situation. Vous avez vu les déclarations de la Chine dernièrement en disant il n'y a aucun problème, s'il y a des sanctions économiques, la Chine achètera le blé, la Chine achètera le gaz, etc. Et ça peut avoir des conséquences aussi sur ce que ferait la Chine avec Taïwan. Or, je crois que c'est ça qui est véritablement inquiétant et dangereux. Donc il faut essayer de débrancher au maximum le danger que représente cette association entre la Russie et la Chine. Donc il faut retrouver les voies de la diplomatie. Et je pense qu'Emmanuel Macron, pour le coup, a raison quand il dit les voies de la diplomatie sont encore possibles, sont encore ouvertes. Elles le sont toujours d'ailleurs en réalité. Et la France peut jouer un rôle particulier pour précisément trouver ce lien. Marine Le Pen, rares sont les Français qui, comme vous, ont eu l'occasion ces dernières années de dialoguer les yeux dans les yeux avec Vladimir Poutine. Vous l'avez vu en tête-à-tête au Kremlin en 2017, il vous avait reçu. Les yeux dans... Et j'ai posé la même question à François Hollande sur ce plateau il y a quelques jours. Les yeux dans les yeux, qu'est-ce que vous avez compris de cet homme? Est-ce que cet est un fou comme ça? Ou est-ce qu'au contraire, c'est une comprend de force et tout à fait sensé? Je ne pense pas du tout que ce soit un fou. Et je pense qu'on aurait